Je m'appelle Michael Pires, alias J. Rodriguez. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Mais elle m'a frappé. C'est pas, elle m'a mis une claque comme on mettrait une claque à quelqu'un, c'est qu'elle m'a mis une golden. Vraiment. J'ai pris une droite et là, j'ai dit pourquoi. Et en fait, quand elle m'a frappé, et le démon a pris le dessus. Je me suis senti, mais vraiment sali. Vraiment, j'ai ressenti ce que je ressentais quand j'étais jeune. Et là, j'ai dit, il y a un véritable problème. J'ai pas plus percuté que ça. Le temps a avancé. On sentait que ça allait pas, que c'était pas. Il y a eu des phases où ça allait mieux, des fois où ça allait pas, voilà. Et quelques temps plus tard, on se redispute. Et je décide de pas envenimer la chose. Et pour pas envenimer la chose, je pars manger dans la cuisine. On avait une verrière avec une table de bar et je me suis dit, je vais manger là. Et je l'entendais brailler, hurler dans son coin, là. J'étais en train de manger et à un moment donné, je l'entends arriver derrière. Et au moment où je porte ma fourchette à ma bouche, elle vient et elle m'assème un énorme coup derrière la tête. Sauf que bah, la fourchette est partie. Et en fait, je me suis retrouvé avec les quatre pointes de la fourchette dans la gorge. Et je saignais en fait. Et vraiment une douleur comme rarement j'ai senti. Et là, je me suis levé vraiment. Je me suis levé, mais vraiment le démon. Mon poing s'est serré et je me suis souvenu. Dans un laps de temps, ça a été très court. Mon poing s'est serré et j'allais la démarrer. J'allais l'enclencher et ça allait partir. Et je me suis rappelé. Je me suis dit, tu es pas lui. Et je me suis contrôlé. J'ai dit, écoute, là, c'est terminé. Je te laisse 10 minutes pour prendre des affaires et partir avant que je t'allume la gueule. Je lui ai dit mot pour mot. Je le dis aujourd'hui. En fait, j'ai tellement été dans ma voix, été sérieux. Elle m'avait jamais pris au sérieux auparavant. J'ai tellement été sérieux dans ce que je m'apprêtais à faire qu'au final, elle est partie. Elle a beau, elle s'est excusée 10 000 fois, etc. J'ai dit non, c'est terminé. Tu prends tes affaires ce soir et tu t'en vas. Elle est partie. La nuit est passée. Et quand je me suis réveillé, je me suis senti mais soulagé. Et j'ai dit ça y est, c'est fini quoi. C'est terminé, voilà. Notre relation s'est terminée. Ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble, presque 3. 2 ans, non, c'était 2 ans et demi. Et je dis, j'étais en train de vivre des violences conjugales, mais d'une femme envers un homme. Et là, dans ma tête, j'ai compris que ça existait aussi. Et j'ai pris la décision tout de suite de stopper. Je me dis, je ne peux pas continuer une relation comme ça. J'ai pas envie de vivre ce que ma mère a vécu. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu auparavant. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de plus me prendre la tête sentimentalement, de vivre au jour le jour et surtout de penser à moi et à mon côté professionnel. Mon avenir pro, parce qu'on va aussi en parler, euh, j'ai eu donc une scolarité chaotique, comme vous le savez. Et, euh, et quand j'étais au collège, arrivé en fin de troisième, il fallait que je trouve un métier pour mon avenir. Donc, moi, je comptais pas aller au lycée. De toute façon, c'était pas prévu que j'y aille. Mes professeurs n'étaient pas pour du tout. Et j'avais dit à mon père, je veux faire une école de lutherie. Et l'école de lutherie, c'était sur Bordeaux et c'était à l'année, je sais plus, comme 5 ou 8 000 euros, ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment un budget. Et comme mon père ne voyait que par mon frère, parce qu'il avait ce talent footballistique que moi je n'avais pas, j'étais un peu le vilain petit canard dans l'histoire. Et en fait, il m'a dit, bah, en fait, tu feras pas de lutherie, j'ai un copain qui est plombier, tu vas aller faire un CAP de plomberie. Et moi, je lui ai dit, bah non, moi je veux faire de la lutherie, je veux fabriquer des instruments en bois. Et il m'a dit, non, non, mais tu me fais pas chier avec ta merde, tu vas aller faire de la plomberie, en fait, je te dis. Tu vas faire ce que je te dis et c'est comme ça. Je me suis retrouvé au CFA du bâtiment avec que des racailles, qui sont devenus mes copains par la suite parce que j'étais complètement différent d'eux. Mais j'y suis allé, et avec aucune envie, mais il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, donc je me suis prêté au métier de plombier. Et,
Et mon père, pendant ces 2 ans d'école, me disait: «De toute façon, tu l'auras jamais, t'es qu'un bon à rien, t'es qu'un bon à rien». Et en fait, j'ai voulu juste pour le faire chier, j'ai bossé, 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 et j'ai eu mon CAP de plomberie. Comment j'ai fait, je sais pas, mais j'ai bossé. Et cette année-là, je me souviens, ils avaient décidé de mettre le brevet, la partie théorique, niveau seconde. Et en fait, moi, quand je suis arrivé au CFA, je dis: «Mais comment je vais faire? Il faut que je réapprenne tout, le français, les maths, l'anglais», enfin, on en faisait aussi, donc c'était, et en fin de compte, le cerveau est bien fait parce que on a beau être, en salle de classe à faire semblant de rien faire, le fait d'être posé, d'être là, les bras croisés, bah, en fait, notre cerveau, il entend, nos oreilles entendent et notre cerveau enregistre quand même. Et quand je suis parti au CFA, bah, je me suis rendu compte que j'avais des connaissances. J'avais pas des bases très solides, mais j'avais des connaissances, et ce qui m'a permis de décrocher, en fait, mon diplôme, notamment en mathématiques et aussi en français où j'avais eu des très, très bonnes notes. Alors comment c'est explicable? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, comme quoi quand on y met du sien, un minimum, heu, on sait faire des choses, et il faut pas en douter parce que, moi, j'ai été formaté à, «Tu un bon à rien, t'es nul, tu connais rien, tu sais rien», et en fait, j'avais fini par le croire et à me dire: «Effectivement, t'es nul». Et c'est pour ça qu'aussi au collège, j'ai rien fait, c'est parce que j'ai passé ma vie à entendre, «Tu nul». Et en fin de compte, je me suis rendu compte à partir de là que j'étais pas si nul que ça et que je pouvais faire des choses. J'avais un j'avais quelques cartes, et c'est là où j'ai compris que je commençais à avoir des cartes dans la main, et ces cartes, c'est ce qui allait m'aider, dans l'avenir, dans le futur, et c'est ces cartes qui allaient me permettre de jouer, heu, au jeu du futur. J'ai, eu ce CAP de plomberie, et après l'école, j'ai été, pris en intérim dans une grosse entreprise, de plomberie, et ça a duré 2 ans où ils m'ont un peu baladé à me faire travailler en intérim. Ils m'avaient promis des CDI que je n'ai jamais eus, et j'ai décidé de quitter cette entreprise, sauf qu'à l'époque, quand j'ai quitté l'entreprise, il n'y avait pas d'autre entreprise de plomberie qui cherchait un plombier. C'est la partie la plus chiante, de la série, je m'excuse. Mais voilà, c'est important d'en parler parce que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, et vous allez comprendre que ça a une importance, dans le futur. Heu et en fait, comme ils ne recherchaient pas de plombier, il y a une entreprise de travaux publics qui cherchait un manœuvre, et étant portugais, le travaux publics, ça me connaît, c'est dans mes gènes. Donc du coup, j'ai dit: «Bon, bah, je vais aller tenter l'expérience dans les travaux publics», et ça m'avait plu. Ça m'avait plu, mais ma mission s'était arrêtée c'était un remplacement, ça avait duré un mois pendant l'été, et voilà, donc après j'ai réussi à retrouver en plomberie en intérim encore, et au fur et à mesure du temps que j'ai passé dans la plomberie, je tombais très souvent malade, surtout au niveau des bronches, et en fait, on s'est aperçu que j'étais allergique à la poussière, au ciment, à la fibre, et cetera. Donc en fait, j'ai dû arrêter de travailler dans le bâtiment, et je suis devenu vendeur en quincaillerie. Donc quincaillerie, bah, je vendais tout, des marteaux-piqueurs, des boulons, des écrous, des vis, enfin voilà, et ça a duré 2 ans et demi pareil où je me suis senti bien. Mais il y a un truc qui m'a empêché dans ma vie de me stabiliser, c'était ce manque de challenge. J'avais, au bout de 2 ans et demi, toujours cette sensation d'accompli. Ça y est, je l'ai fait, il faut que j'essaie autre chose. Et pendant toutes ces années, de mes 18 ans jusqu'à mes 28, j'ai changé 50 000 fois de métier. Je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Leonardo DiCaprio qui s'appelle Arrête-moi si tu peux, où il change constamment de métier pour se cacher parce qu'il est recherché par le FBI. Et en fait, il change sans arrêt de casquette. Et moi, ce film-là, je l'ai vu très jeune. Et en fait, ça m'a beaucoup inspiré pour mon avenir. J'ai eu envie de tout essayer. Après la quincaillerie, je suis parti habiter du coup à Nogent-le-Rotrou, où je suis arrivé, il n'y avait pas de travail. C'est à ce moment-là où j'étais dans ma relation toxique où je me faisais battre. Donc j'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé dans plein de trucs. Je mettais de la nourriture sous vide. Enfin, c'était vraiment les métiers que j'ai le moins apprécié faire. Et à un moment donné, j'ai dit: «Il faut que je me stabilise, il faut que je trouve un travail», et voilà. Donc j'ai été embauché en tant qu'employé communal dans une petite commune, à côté de Nogent-le-Rotrou, et pendant 2 ans, j'ai été employé communal donc agent de service, et autant vous dire que ce qu'on dit sur les employés municipaux, c'est vrai.
Moins on en fait, mieux on se porte. Et c'était un peu ce truc-là. Alors ça me plaisait énormément parce qu'en parallèle de m'occuper de la commune, je m'occupais aussi des enfants à la cantine, à la garderie, etc. Et c'est vrai que m'occuper des enfants, ça m'avait beaucoup plu, au point où j'avais même postulé pour être animateur dans un centre aéré, bah, dans le centre aéré de Nogent-le-Rotrou. Et je me souviens, il y avait eu un petit challenge à ce moment-là. On était deux sur le potentiel poste. On a été pris à l'essai en stage tous les deux. Et en fait, à la fin de ce stage, celui qui s'était le mieux adapté, la commune lui offrait le BAFA. Donc il pouvait passer le BAFA. Et du coup, bah, voilà. Donc moi, j'ai fait ce stage-là. Ça s'est très très bien passé. J'ai juste pas eu de chance comment dire, que la personne qui était en face de moi connaissait très bien la directrice du centre aéré. Donc autant dire que j'ai passé ce stage dans l'espoir d'obtenir ce BAFA. Et au final, comme il connaissait le directeur, enfin la directrice à l'époque, bah, voilà, les cartes étaient déjà données et j'ai pas été pris. Voilà, donc c'était une autre expérience. À la suite de ça, il a fallu que je me recycle encore, que je teste à nouveau quelque chose. J'ai été pris dans les pompes funèbres. Chercher du boulot et il y avait une annonce. Je suis passé devant la boutique des pompes funèbres, l'agence des pompes funèbres, c'est pas forcément une boutique, mais et ça met comment dire, conseiller funéraire. Et en dessous, il y avait une petite ligne où il y avait marqué avoir le bac. Bah, j'avais pas le bac. Moi, j'avais qu'un CAP de plomberie. Et je suis quand même rentré. Je suis quand même rentré. Il y avait le directeur d'agence qui était là et qui me disait bah, bonjour monsieur. Donc, déjà, je suis rentré. Il m'a pris un peu de haut. Il était assez hautain. Et du coup, il m'a quand même reçu en entretien en me demandant ce que j'avais fait, ce que j'avais comme expérience, ce que j'avais fait dans la vie. Et il en est venu à la fameuse question mais du coup, est-ce que vous avez le bac? Et là, je lui ai dit non, j'ai pas le bac, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien apprendre, etc. Et il m'a posé la question, la fameuse question, bah, pourquoi je vous prendrai vous et qu'est-ce que vous pouvez apporter à mon entreprise? Et je sais pas pourquoi, j'ai ce truc qui m'est venu à l'esprit et je lui ai sorti ça mot pour mot. Et je lui ai dit, bah écoutez, mes ambitions, c'est d'apprendre le métier, de devenir conseiller funéraire. Et je l'ai regardé dans les yeux et puis je lui ai dit, puis ben, un jour, je prendrai votre place. Et là, il est devenu vraiment tout blanc. Heu et il m'a dit: «Écoutez, je vous rappelle demain». Il m'a accompagné. Déjà, sa façon de me parler avait été bien différente après que j'ai dit ça. Et le lendemain, il me rappelle en me disant: «Bah, vous pouvez commencer quand?» Et je dis: «Bah, je commence quand vous voulez, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de me prendre moi? Parce que j'ai pas le bac». Il m'a dit: «Bah, en fait, juste le fait que vous ayez dit qu'un jour vous prendrez ma place, il n'y a pas plus grande détermination que ce que vous m'avez dit, en fait. Pour arriver à ma place, il faut énormément de travail. Et si vous êtes prêt à fournir le même travail, et ben un jour, je me ferai un plaisir de vous laisser ma place. Et me voilà lancé dans l'aventure des pompes funèbres. Je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai appris le métier. Donc on était en contact tous les jours avec la mort, la tristesse des familles, etc. Et au bout d'un an, non, au bout de 7 8 mois, la tristesse, la détresse des familles m'a rattrapé. Et en fait, j'avais ce bouclier au début. Et en fait, très vite, ce bouclier est devenu une éponge. Et psychologiquement en fait, j'ai absorbé toute la détresse et la tristesse des familles. Et en fait, j'ai dû arrêter parce que j'arrivais plus à suivre. Mentalement, c'était devenu trop dur pour moi. Et j'ai dû arrêter. À la suite de ça, comment dire, j'ai un copain qui était sur le secteur là-bas et il recherchait dans son magasin un vendeur. Et c'était un magasin de rachat-vente d'occasion, donc sur Nogent-le-Rotrou. Et il m'avait fait rentrer, donc par piston. J'étais pas, voilà, il n'y avait pas de par piston, donc j'étais rentré dans ce business-là de rachat-vente d'occasion. Ça m'a vraiment plu. Et le responsable de ce magasin à l'époque avait dit, bah, on veut ouvrir une boutique à Chartres. Donc, est-ce que ça t'intéresserait du coup de retourner à Chartres?
Et ça tombait plutôt bien parce que ma séparation avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là, qui était nocif, la séparation est tombée en même temps que cette création de magasin. Donc en fait, moi, j'avais plus rien à faire à Nogent-le-Rotrou. Donc bah, me voilà retourné à Chartres. Reparti sur Chartres euh, pour ouvrir cette boutique, cette deuxième boutique. Donc ça a été un gros challenge parce qu'on a vraiment tout créé de A à Z. Se réimplanter dans une grande ville comme Chartres, attirer de la clientèle, mettre en place un magasin, c'était quelque chose qui m'a bien plu parce qu'il y avait tout à faire. Et c'est ce que moi j'ai toujours recherché dans mes métiers, c'est vraiment partir de zéro et de créer quelque chose d'avancer et de créer quelque chose à moi. Et au bout de 2 ans et demi, la boutique tourne. euh, et me revoilà encore dans ce mental de ça y est, je m'ennuie. Je m'ennuie, il me manque encore quelque chose, etc. Alors, ce que vous savez pas à ce moment-là de ma vie, c'est que j'avais toujours ce rêve en tête que j'ai depuis tout petit. euh, C'était la musique. Euh, c'est très bizarre que ça intervienne comme ça maintenant, aussi spontanément, mais effectivement, j'ai toujours eu en moi ce truc, le goût de la musique. Alors, je l'ai eu très tôt, mais vous allez comprendre par la suite que l'incidence que ça a eu au fur et à mesure. Donc, étant à Cash Express, il a fallu que je me recycle parce que ça y est, je me sentais plus dans le truc de vouloir continuer dans ce magasin. Et j'ai un client qui passait de temps en temps, qui travaillait dans le nettoyage, euh, qui m'a raconté son métier en me disant, bah, moi je suis laveur de vitres, je suis chef d'équipe dans une grosse entreprise de nettoyage, donc il m'a un peu raconté son métier, ça va attiser un peu ma curiosité. Et, euh, et par la suite, on discute, et il me dit, bah tiens, je recherche un gars, tout ça, si tu connais quelqu'un, bah, j'ai écoute, moi j'ai envie de changer de branche, donc ça m'intéresse. Donc le mec me fait rentrer dans la société et me voilà devenu laveur de vitres. Et au moment où je deviens laveur de vitres, on est en 2017. Et la transition entre ma phase professionnelle et ma phase en simultané, ma phase musicale, va prendre un tournant à ce moment-là, euh, parce que c'est le début de mon vrai moi qui va commencer. Vraiment la partie de ma vie où je vais réaliser enfin ce que j'ai toujours voulu faire, devenir chanteur. Et dans la prochaine partie, je vous raconterai comment tout a commencé, euh, du plus lointain souvenir que j'ai musical à aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que on peut vivre les pires atrocités. Je suis conscient il y a d'autres personnes qui ont vécu d'autres choses. J'ai des amis qui ont vécu la pauvreté, les parents qui arrivaient pas à ramener de l'argent à la maison, ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Moi, j'ai rien manqué de tout ça. J'étais nourri, j'avais un toit, j'étais bien. Je suis conscient, on a tous des parcours différents. On a tous vécu des choses différentes. Des choses, il y a des copains qui ont une vie heureuse. Pierre, mon pote Pierre, je voyais ses parents s'aimer. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, ils sont en retraite. Voilà, je suis conscient qu'on a tous une histoire. La mienne, euh, elle m'appartient, elle est propre à moi, mais c'est ça que je veux mettre en avant à travers cette série autobiographique. C'est on peut avoir vraiment une vie, un début de vie, une enfance chaotique. euh, on perd espoir, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, que c'est pas possible. Mais vous allez comprendre par la suite qu'il faut vraiment croire en soi, croire en ce qu'on est capable d'être et surtout croire en ses rêves. Parce qu'il n'y a rien il y a rien de plus fort que de croire en ses rêves. Et quand on arrive à réaliser ses rêves, peu importe lesquels, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit, que ce soit des rêves qui sont en rapport avec un hobby, si vraiment vous voulez
réalisez ces rêves, donnez-vous les moyens d'y arriver. J'ai encore plein de rêves à réaliser, mais ceux que je devais réaliser, je les ai réalisés. Et être chanteur, c'était mon plus grand rêve. Et je pense, à mon petit niveau que j'ai eu, et que j'essaye de remettre aujourd'hui sur la table, je pense avoir réalisé ce rêve d'être chanteur. Et vous verrez dans le chapitre 2 qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que dans la vie, il faut vraiment se donner les moyens, on n'a rien sans rien. Et on peut faire de grandes choses en étant soi-même et malgré la tristesse qu'on a pu vivre dans le passé. Soyez conscients et soyez conscients de ce que vous êtes. Apprenez à vous aimer vous d'abord, avant d'aimer les autres. Et avec toutes ces cartes, que j'appelle ça des cartes, vous verrez que vous arriverez à faire de très grandes choses. Et c'est ça qui nous maintient en vie. C'est ça qui m'a maintenu en vie.